Aujourd'hui, on est encore en plein dans le chamboulement des vacances. Je m'arrête un tout petit peu. En fait, je ralentis le rythme, la fatigue tombe, 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 et moi je m'écroule. C'est donc le moment de parler de Roland Barthes. J'ai déjà parlé de Roland Barthes sur la chaîne. En fait, je suis pas spécialement une grande barthésienne, mais enfin, c'est quand même quelqu'un que j'ai plaisir à lire. Je suis pas assez au point pour voir un peu ce qui va pas, les polémiques autour de Barthes, enfin. Puis c'est pas tellement cette façon-là que j'ai de lire. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'avais déjà proposé sur la chaîne, ça va être tout simplement de lire en une ou plusieurs fois, on va voir ça selon le temps passé et la fatigue, la leçon inaugurale de Roland Barthes au Collège de France. Faut peut-être déjà rappeler, donc c'est en 78 je crois. Moi j'ai le texte dans l'édition Éric Marty des œuvres complètes, c'est dans le volume donc 5 de 77 à 80, chez Seuil. Ah, ouais, c'est de faire une jolie miniature. Et elle, dans le volume dans lequel on a fragments d'un discours amoureux, le son, Solaire s'écrivain, la chambre claire, des choses comme ça. Je suis très loin d'avoir lu tout Roland Barthes. Peut-être qu'un jour j'inviterai Judith Cohen à en discuter si elle est d'accord, qui consacre sa thèse à Roland Barthes. En tout cas, c'est quand même quelqu'un de bien plus intéressant, me semble-t-il, que le simple mondain un peu qui peut être discrédité de temps à autre. Alors, il faut peut-être rappeler déjà que la leçon, c'est un exercice un peu particulier qui est déjà intimement lié au lieu, à l'institution qu'est le Collège de France. Donc le Collège de France a été inventé pour faire concurrence à l'université, enfin a été créé, fondé, à une époque Renaissance, alors j'ai plus les détails exacts en tête, mais parce que l'université était vraiment sous férule cléricale et pas enfin puis un lieu où il se passait plus rien quoi, un lieu mort, un lieu de scolastique et donc il se passait rien quoi, rien de rien au Collège de France, plus de production intellectuelle, juste ce rabâchage scolastique. Et c'est donc là, je crois que c'est Henri IV qui a créé le Collège de France, vous allez me le dire de toute façon. Mais voilà, enfin, c'est devenu un lieu donc d'invention un peu du nouveau et avec quelque chose d'extrêmement particulier qui est fondateur aussi de la liberté du Collège de France. Le Collège de France n'est pas diplômant. Alors ça, c'est beaucoup plus important aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Comment dire? C'est-à-dire, bon, évidemment, c'est important pour les profs parce que quand on est dans une formation diplômante, ça veut dire qu'on va corriger les copies, qu'on va vraiment suivre des étudiants. Mais il y a quelque chose d'absolument gratuit, proche de l'acte gratuit, de l'acte libre, dans l'esprit même du Collège de France, puisque il n'y a pas, par exemple, l'idée de former une classe enseignante. Mais en tout cas, tel que l'a modelé Renan, l'idée d'une création purement scientifique. Évidemment, Roland Barthes arrive après Renan. On va se rappeler que Renan a été un administrateur extrêmement important du Collège de France. Je vous renvoie aux travaux de Céline Surprenant sur Renan, administrateur du Collège de France, Renan et le Collège de France. Il y a tout en fond Renan, Collège de France, donc ça ce sont des choses que moi j'ai assez peu explorées personnellement, mais d'autres l'ont très bien fait et j'en suis absolument ravie. Et avec cela de particulier notamment, en fait, que pour Renan, Renan n'a eu de cesse de proclamer, alors Renan sortant du séminaire se dit qu'il faut qu'il finisse au Collège de France, alors tout le champ institutionnel académique est quand même différent à l'époque, mais notamment parce que c'est pour lui le lieu de la liberté et de la pensée, et notamment, il ne cessera de le proclamer, le lieu où on va aller voir la science en train de se faire. Donc ça va être un lieu d'élaboration scientifique, finalement un proto-laboratoire avant les laboratoires et les équipes de recherche, notamment parce que les chaires ne sont pas fixées ad aeternam, mais vont être liées à l'existence de leurs occupants, maintenant occupantes aussi de temps à autre. Et c'est cela qui va aussi permettre de suivre par exemple ce qu'on appelle l'actualité scientifique. Et les créations et l'intitulé des chaires, en fait, répond à la volonté d'embaucher tel ou tel. Bon, après, il y a quand même des filiations, voilà. Et c'est bien sûr un lieu qui est pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, on y reviendra. Et de tout cela, d'important, on ressort aussi que le lieu qu'est le Collège de France, ou l'institution qu'est le Collège de France, est aussi quelque chose d'un peu mondain, ou qui va
s'intégrer dans une mondanité savante et parfois qui va au-delà des cercles savants, ça c'était d'autant plus le cas au XIXe siècle, mais c'est encore le cas, notamment pour un moment important qui est celui des leçons, ou de la leçon, ce qu'on appelle la leçon, c'est cela qui est mimé dans la leçon d'agrégation. Le modèle n'est pas en réalité un cours du secondaire, le modèle c'est le Collège de France. Et c'est pas forcément mal, en fait, qu'on se mette tous... Bon, ça peut vouloir dire se la péter, mais ça veut aussi dire que on peut essayer de partager une grande ambition à un moment. Je pense qu'on peut le prendre dans un sens très noble et très haut, et que c'est là que quelque chose d'important peut se manifester. Et je vous dis cela en n'ayant pas aimé l'agrégation, la passer, en voyant bien tout ce que ça va avoir, de routinier, de bachotage, etc., l'agrégation. Mais il me semble qu'il y a quand même cette possibilité, alors non pas d'émancipation, etc., mais d'une ambition de quelque chose qui serait peut-être pas de la plus haute science, mais en tout cas d'une science qui se présente à un public plus large au moment de ce qu'on appelle la leçon. En tout cas, ce qu'on appelle la leçon inaugurale est la première leçon d'un professeur au Collège de France, et donc c'est une leçon qui va être programmatique, parfois aussi synthétique, et s'adresser donc à un public un peu plus large que celui des simples érudits qui sont là. Je pense qu'on le fera à un moment, mais la leçon de Renan au Collège de France, bon, ben, a fait polémique, mais une polémique qui, elle aussi, entre dans une histoire, une réception assez complexe. Mais c'est à ça que servent des moments comme des leçons inaugurales. Alors, aujourd'hui, on a une vision très différente de la polémique. Hein. Ça, je pense qu'on y reviendra également à de multiples reprises. Mais voilà, la leçon, c'est quand même un moment où on n'est pas complètement dans la science particulière, dans l'érudition spécialiste et très limitée aux érudits en fait, ou qui va s'adresser aux érudits. On va se le rappeler, Renan était titulaire de la chaire d'études hébraïques, de langues hébraïques et chaldéiques, je crois, du Collège de France, hébraïque au pluriel, hein. Donc on est dans ce qu'on appelle l'orientalisme. L'orientalisme, c'est d'abord l'étude des langues orientales. Et après, je vous renvoie à Édouard Saïd pour montrer en fait comment cette étude des langues orientales a aussi façonné un Orient, pas seulement de pacotille, hein, un Orient donc racialisé, et notamment dans des démarches savantes. Hein. Les savants ne sont pas exempts, et même sont des bras armés, je sais pas si ce sont des bras armés, mais en tout cas sont des vecteurs et des créateurs du racialisme, et en particulier du racialisme savant. Ouais, ça c'est la thèse d'Edouard Saïd, qui peut être affinée, mais bon, qui est quand même qui est extrêmement intéressante et qui s'attaque très fort à Renan, avec des arguments un peu moyens. Bon, on reprendra Edouard Saïd un jour, c'est un livre extrêmement important, l'orientalisme, hein, qui m'a beaucoup marqué. Mais Renan, voilà, Renan, il le raconte, c'est raconté dans les années 20, dans des articles, témoignages de ses cours. Un cours de Renan au Collège de France. Bah alors déjà, il arrive en chaussons parce qu'il habite dans le Collège de France, il est administrateur au bout d'un moment, je crois à partir de 82. Et une fois, il est même arrivé avec des tresses parce que pendant qu'il dormait, sa petite fille lui a fait des tresses comme ça sur la tête. Et il l'a pas vu, il allait faire cours. Son cours d'hébreu et personne n'a rien dit. J'adore, c'est mignon. Et en fait, quand il est rentré, qu'il l'a vu, ça l'a amusé d'avoir eu des tresses pour faire son cours. Il aurait pu se fâcher. Mais il a vraiment pratiqué ce qui pour lui était donc extrêmement important, à savoir la science en train de se faire, c'est-à-dire qu'un cours d'hébreu de Renan, c'était un cours avec un livre de la Bible, différentes versions, différentes traductions, des dictionnaires sur la table, et on bosse. Et on bosse juste à voix haute, mais on fait le même boulot que tout seul. Et ça, je trouve que c'est absolument passionnant. Alors évidemment, ce n'est pas possible de la même façon en sciences expérimentales, ou, enfin c'est aussi pour ça qu'il y a des paillasses dans les salles de physique, chimie, de bio, etc. Parce que c'est en train de se faire. On apprend à faire en le faisant et en partageant cette expérience. Roland Barthes, quand il arrive au Collège de France, il se situe dans une consécration. Hein. L'arrivée au Collège de France, c'est vraiment un moment de consécration. C'est le moment d'avoir quelque chose qui va donc être à la fois de l'ordre du programme et de la synthèse, c'est-à-dire qui va permettre de ressaisir des choses déjà là, peut-être, de les verbaliser, de donner de nouvelles orientations, d'annoncer un peu ce qui va se passer. Je propose qu'on y aille, on lit, on voit ce qui se passe.
Leçon. Alors, est-ce qu'on a 78? Je sais pas, je connais pas le contexte précis un peu de tout ça, mais bon, voilà, je trouve ça très intéressant. Ça débute à la page 429 hein, du volume 5. Heureusement que je viens de dire la page parce que je viens de la perdre. Je crois qu'elle est dans le livre. Donc elle n'est pas perdue, elle est égarée. Je m'auto-fatigue hein, des fois. Je sais, je vous fatigue aussi. Mais je me fatigue encore plus, moi je vis tous les jours avec moi-même. Je devrais sans doute m'interroger d'abord sur les raisons qui ont pu incliner le Collège de France à recevoir un sujet incertain, dans lequel chaque attribut est en quelque sorte combattu par son contraire. Donc là, Barthes débute par quelque chose bon, mais qui est tout de même un peu classique, à savoir qui est de l'ordre d'une forme de modestie, de captatio benevolentiae, hein, donc c'est quand on va attirer la benevolentiae, la bénévolence, la bonne volonté, les bonnes grâces de son public, ici auditoire, avant d'être des lecteurs, des lectrices, des lectrices. Avec déjà, dans cette modestie, cette question du sujet incertain, s'agit-il de lui, de ce qu'il fait, un peu des deux, puisqu'on l'a vu, les chaires sont consubstantielles aux professeurs élus, et élus donc par le Collège de France, ça c'est très important. C'est un moment où on est élu par les pairs, et ça c'est fondamental en science. Il y a plein de choses qui sont en train de le remettre en question, mais la science c'est ça, c'est l'élection par les pairs, avec des critères uniquement scientifiques et par les pairs. Ça ne veut pas dire que c'est incorruptible. Mais si on l'a pas, c'est sûr que ça marche pas. C'est ça que ça veut dire. Car si ma carrière a été universitaire, je n'ai pourtant pas les titres qui donnent ordinairement accès à cette carrière. Donc là, il revient un peu à lui-même, donc ce sujet est donc bien lui, sur même cette possibilité cette question de la diplomation, d'autant plus intéressante dans une institution comme le Collège de France, qui n'est pas diplômante, mais qui, par le prestige que cette institution confère, évidemment, va au-delà du diplôme. Et s'il est vrai que j'ai voulu longtemps inscrire mon travail dans le champ de la science, littéraire, lexicologique et sociologique, mon travail dans le champ de la science, le prestige du Collège de France, il est bien scientifique. Il me faut bien reconnaître que je n'ai produit que des essais, qui donc s'opposeraient à la science, genre ambigu, où l'écriture le dispute à l'analyse. Donc, on le voit dès la première phrase, Barthes met en jeu des contraires dont il se distancie lui-même. On est en pleine dialectique, hein, on l'a reconnu. On va avoir cette chose que l'on peut voir un peu mondaine, un peu légère, un peu à distance, de l'ordre du jeu des idées, qui ne serait peut-être qu'un jeu de mots, un jeu un peu frivole, un jeu de perles de verre façonnantes. J'ai pas encore vu le roman d'Hermann Hesse. Vous le conseillez, le jeu des perles de verre? Question ouverte. Donc là, il met en place un nouveau contraste, deux pôles, la science l'essai, finalement la science l'écriture, cette écriture qui sera toute marquée de subjectivité, qu'il est déjà depuis le degré zéro de l'écriture. Enfin, voilà. Mais là, ces contrastes, ces pôles, cette bipolarité est en train de se dessiner dans le texte. Et cela avec cette modestie, il me faut bien reconnaître, forme de concession, etc. Et la restriction que des essais. Et s'il est vrai encore que j'ai lié très tôt ma recherche à la naissance et au développement de la sémiotique c'est l'étude des signes, il est vrai aussi que j'ai peu de droit, ce qui ne veut pas dire aucun, à la représenter. Tant j'ai été enclin à en déplacer la définition, à peine me paraissait-elle constituée, et à m'appuyer sur les forces excentriques de la modernité, plus proche de la revue telle quelle que des nombreuses revues qui, dans le monde, attestent la vigueur de la recherche sémiologique. Donc, il va continuer à cascader. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la cascade, à enchasser les différents paradoxes, et cela dans une espèce d'autoportrait, de mise en avant de soi comme non-soi, ou par modestie, c'est-à-dire, en fait, là, on est en pleine construction
d'un ethos, construction éthique. C'est très intéressant de voir comment ethos a aussi ce sens d'éthique, c'est-à-dire de morale, parce qu'on voit bien mais comment la modestie va entrer dans une forme de morale attendue. On n'est pas censé arriver en disant eh bien, maintenant que je suis au Collège de France, je peux le dire, je suis bien le plus fort, et mon élection dans ce lieu le prouve ou le démontre. Vous imaginez quelqu'un qui commencerait comme ça? C'est intolérable à écouter. Parce que c'est au moins irrespectueux pour l'auditoire. Et en plus de ça, cela va témoigner d'un rapport, pour le moins ambivalent, douteux, au sujet, ou plutôt à l'objet des recherches dont Barthes est le sujet, les faisant lui-même. Ici, c'est par rapport finalement à son travail, et donc à l'inscription dans un champ. On renvoie à Bourdieu que je connais pas très bien. Hein. Alors ça, je l'ai vu en causant avec les amis sociologues. Je suis pas sociologue, hein, je comprends que dalle dans le détail. J'ai les grands trucs, mais moi c'est l'amalgame. C'est intéressant, parce que ça fait que j'ai des réflexes qui vont pas être ceux de la socio. Mais enfin, je pourrais pas me mettre à écrire des articles de socio, je serais pas bonne. Tac. Donc ici, champ de la sémiologie qui va être défini d'abord par des critères extrinsèques, ceux par exemple des revues de sémiotique, de sémiologie, et l'attachement plutôt à la revue telle qu'elle, qui donc est détachée de ce champ. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces logiques pas logiques, puis là, faut bien connaître la revue telle qu'elle, moi je suis pas assez bonne pour ça, mais par ces bipolarités, Barthes va commencer à construire, par sa modestie, en fait, un autre ethos, une autre façon de se présenter, qui va être de l'ordre de l'ambivalence, de la curiosité, du mouvement, puisqu'il explique comment il aura fait bouger à chaque fois les définitions. Bouger les lignes, c'est plutôt positif, dans nos axiologies modernes. Et cela en étant décalé, un pas de côté, on le voit avec ses recherches excentriques, donc excentrique c'est qui se détache du centre, par rapport à ou de la modernité. Et cela étant ramené à quelque chose de l'ordre de la subjectivité, voire du goût, j'ai été enclin. Première personne, adjectif qui va témoigner donc d'un goût, d'une tendance, même pas d'un choix. Ça c'est intéressant. Parce que ça va aller du côté d'une modestie, il n'y a pas d'ambition affichée, mais plus comme une auto-observation de soi par l'extérieur qui amène à des conclusions. C'est donc manifestement, nouveau paragraphe, un sujet impur, parle de lui, intéressant, qui est accueilli, et en plus là on va aussi avoir des choses de l'ordre de, je pense, l'éthique sexuelle, mais enfin bon ça on va peut-être pas le développer, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui va être intéressant dans cette impureté, c'est cette impureté d'un point de vue scientifique. On va y revenir. Un sujet impur qui est accueilli dans une maison, alors ça c'est quand même des appellations aussi... j'ai envie de dire que c'est la familiarité, ou la fausse familiarité qui est propre à l'institution. Quand on va dire « Oh, dans cette maison » pour l'Académie française, comme si il était de bon ton de montrer qu'on en est familier, tout en sachant que de montrer cette familiarité est parfaitement institutionnel et institué et habituel. C'est un code. Mais c'est un code où il y a une ironie à activer ce code ou à reprendre ce code. C'est donc, manifestement, donc de façon visible, un sujet impur qui est accueilli dans une maison où règne la science, le savoir, la rigueur et l'invention disciplinée. L'invention disciplinée, ce serait presque paradoxal, mais en tout cas, on voit bien comment le texte commence déjà en se structurant autour de deux pôles, et donc on va avoir quelque chose ici de l'ordre du portrait en creux, dont Barthes se distingue, et qui donc n'est ni du côté, implicitement, de la science, du savoir, de la rigueur et de l'invention disciplinée. Surtout de la rigueur et de l'invention disciplinée, on se rappelle du côté des essais, qui donc n'entre pas ou qui s'oppose à cette question de la rigueur et de l'invention disciplinée. Non-sens, une invention disciplinée, ou pour ainsi dire, ou presque, ou au moins paradoxe, on va plutôt être du côté donc de l'indiscipline, indirectement. Aussi, soit par prudence, soit par cette disposition qui me porte souvent à sortir d'un embarras intellectuel, par une interrogation portée à mon plaisir, nouveau paradoxe, de l'embarras épistémologique naît le plaisir personnel.
Donc il va opposer un savoir qui est logiquement ou habituellement ramené du côté de l'universel. Le savoir, c'est ce qui est partageable, tout ça étant discutable, hein, mais qui va avoir vocation à être partagé en tout cas, à quelque chose de l'ordre du caprice. Le savoir, c'est aussi ce qui est régulé. Donc par les règles, on se rappelle l'invention disciplinée, et donc le plaisir va ramener du côté d'une subjectivité agissante, sans règles. Donc l'embarras indiscipliné, c'était pas indiscipliné, intellectuel et l'interrogation portée à mes plaisirs, je me détournerai des raisons qui ont amené le Collège de France à m'accueillir, car elles sont incertaines à mes yeux. Pour dire celles qui font, pour moi, de mon entrée dans ce lieu, une joie plus qu'un honneur. Car l'honneur peut être immérité, la joie ne l'est jamais. On va rester là. Donc, on a tout ce badinage un peu mondain qui consiste à dire qu'on ne va pas dire, c'est ce qu'on appelle une prétérition. Mais effectivement, il ne va donc pas chercher ou à gloser donc, sur ces raisons qui justifient qui auront présidé au choix du Collège de France. Bon, ben ça, pour le coup, c'est vrai. Hein. On ne va pas le trouver pour opposer à l'honneur, le prestige de l'institution et de cette élection, la joie. Et cette joie, elle va être quelque chose de développer ensuite. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel pour moi, dans la mesure où je ne cesse de dire que le confort est toujours le premier but à essayer d'atteindre. Alors, le tout premier, c'est la santé, hein, physique et mentale. Et ensuite, il s'agit de rechercher le confort. Et dans ce confort, quand on le peut, on va aussi chercher le fun et la joie. Alors cette joie, là on va voir, il va s'agir finalement de faire entrer une forme de familiarité qui va accompagner ou préparer ou entrer dans le sillage d'une approche méthodologique qui intègre la subjectivité propre ou pas propre ou impure, mais quelque chose qui va être spécifiquement individuel, idiosyncrasique, peut-être capricieux, mais aussi donc sentant et sensible. On se rappelle hein, le plaisir du texte. Par exemple, fragment d'un discours amoureux qui est un peu moins joyeux comme texte quand on y songe. La joie, c'est de retrouver ici le souvenir ou la présence d'auteurs que j'aime et qui ont enseigné ou enseignent au Collège de France. Boum. Et là, ça va être le lignage. Et ça, d'un point de vue éthique, aussi bien dans le sens moral que de l'éthos, de la construction de soi, c'est très bien parce que ça fait un soi même par d'autres, les autres qui ont précédé, ça va permettre de rappeler notamment des travaux. Mais c'est valorisant, un peu comme quand Alain Juppé a fait inscrire sur la place de l'hôtel de ville la liste de tous les maires de Bordeaux depuis Montaigne jusqu'à lui. Alors évidemment, la liste elle continue à être complétée, mais c'était pour montrer une espèce de filiation directe. Et on voit que ce qui a l'air de rendre hommage à Montaigne rend hommage à Alain Juppé. D'abord, bien sûr, Michelet, à qui je dois d'avoir découvert, dès l'origine de ma vie intellectuelle, la place souveraine de l'histoire au milieu des sciences anthropologiques et la force de l'écriture. Et ça marche aussi pour Renan, que Barthes a moins découvert. Dès lors que le savoir accepte de s'y compromettre. Ça va être reglosé plus tard. Mais c'est intéressant cette idée de compromission. Parce qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre des compromis, mais aussi de la mise en danger de soi et de sa mise en danger réputationnelle, parce qu'on va aller chercher des limites. Puis, plus près de nous, Jean Barusy et Paul Valéry, dont j'ai suivi les cours dans cette salle même lorsque j'étais adolescent. Histoire grande histoire intellectuelle, petite histoire personnelle. On va nouer les deux histoires. Tout cela juste après avoir cité un historien. Puis, plus près encore, Maurice Merleau-Ponty et Émile Benveniste. Et pour le présent, on me permettra d'accepter de la discrétion où l'amitié doit les tenir innommés, Michel Foucault, à qui me lie l'affection, la solidarité intellectuelle et la gratitude.
puisque c'est lui qui a bien voulu présenter à l'Assemblée des professeurs cette chaire et son titulaire. Donc ça, c'est à la fois une déclaration d'amitié, une reconnaissance de dette, mais aussi une façon d'arriver sous tutelle ou sous l'égide de pas n'importe qui quand même, Foucault. Alors évidemment Foucault c'est quelqu'un qui peut être polémique aussi, mais quand on est Roland Barthes, on est du côté de Foucault. Hein. Une autre joie me vient aujourd'hui plus grave parce que plus responsable, celle d'entrer dans un lieu que l'on peut dire rigoureusement hors pouvoir, en italique. Ça je crois pas une seconde. Car s'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme une des dernières ruses de l'histoire. Reprenons ici l'expression finalement des ruses de la nature de Schopenhauer, mais en l'inversant. L'honneur est d'ordinaire un déchet du pouvoir. Ici, il en est la soustraction, la part intouchée. Le professeur n'y a pas d'autre activité que de chercher et de parler, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche, on retourne de la subjectivité, de l'imagination indisciplinée, non de juger, de choisir, de promouvoir, de s'asservir à un savoir dirigé, par exemple avec les programmes, les maquettes qui vont être très concrètement validées par le ministère tous les 4 ans, les départements de toutes les universités de France envoient leurs programmes, c'est-à-dire leur maquette, la maquette c'est le détail du programme, au ministère pour validation, et puis des fois il n'y a pas de validation, donc on est bien sûr. Alors ça c'est pour garantir la diplomation nationale, tout comme le baccalauréat est ou était national, donc c'est quelque chose qui va uniformiser le territoire, donc ça c'est l'optique jacobine, mais qui va aussi donner une validation, comme une labellisation en plus dur. Label rouge, si vous voulez, bio, machin, etc. Et ça c'est aussi ce qui va permettre de conférer une valeur au diplôme et faire du diplôme une monnaie d'échange. Littérale aujourd'hui avec le système des ECTS. Et dans le même temps, c'est une subordination au pouvoir, puisque la validation, elle vient du pouvoir exécutif, du ministère. Ce n'est donc pas le cas du Collège de France, on se rappelle la science par les pairs. Et voilà, c'est Foucault donc qui a proposé Roland Barthes. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher, de parler, etc. Privilège énorme, presque injuste, au moment où l'enseignement des lettres est déchiré jusqu'à la fatigue entre les pressions de la demande technocratique et le désir révolutionnaire de ses étudiants. Alors le désir révolutionnaire des étudiants, moi je le vois plus, mais je suis plus étudiante. En revanche, la fatigue institutionnelle, on se sait. Sans doute, enseigner, parler simplement. Familiarité, mondanité, c'est pareil, c'est pas la question, ce qui va arriver, c'est de l'ordre de la causerie. Ce que je fais ici. Moi, en fait, il faut peut-être se rendre compte, et je vais avoir un orgueil absolument démesuré, mais c'est pas parce que nos objectifs sont hauts qu'on pense les avoir atteints ou que c'est une question d'auto-évaluation. Mais un des objectifs de cette chaîne, c'est de faire exactement ce que voulait Renan du Collège de France, à savoir montrer la science en train de se faire. C'est-à-dire, là, je ne suis pas en train de rédiger des articles, très littéralement, mais je parle de la science en train de se faire et je vais montrer comment donc une académique universitaire réagit à des textes, parfois parle directement de la science, etc. Ce projet, c'est celui qu'a Renan pour le Collège de France. C'est celui dont Barthes nous parle aujourd'hui, avec cette idée de « on va parler simplement ». Bien sûr que quand je filme dans ma chambre devant ma bibliothèque, alors la bibliothèque bien sûr elle a quelque chose d'institutionnel, moi elle me permet surtout de pas vous montrer autre chose de mon appart, faut pas, voilà. Et d'avoir un truc un peu commode là-dessus, qui soit pas non plus le flou du zoom, mais cette idée de on va parler simplement de ces savoirs et de comment on fait de ce qui se passe, pour moi c'est quelque chose de l'ordre du sel de la terre, c'est l'essence pour moi de la transmission du travail scientifique, qui peut passer des fois par la blague, etc. Mais la blague ne sera jamais une obligation. Parce que la science ne sera jamais subordonnée au divertissement. Mais elle ne l'exclut pas. Et comme elle n'exclut pas les doutes, les questionnements, bien sûr les erreurs, etc. On va continuer. Donc ce rêver tout haut, sa recherche, moi, il me parle. Parce que cette chaîne a été jusque-là, et j'espère va rester, en grande partie, un ensemble de brouillons parlés. Je l'ai dit, l'essai qui vient d'être publié, qui a été publié début mai, ça ne fait que 2 mois.
pas beaucoup, hein. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, non 2 ans, 1 an, 6 mois. Ça se fait pas loin. Mais c'est en gros une synthèse qui va plus loin, bien sûr. Mais c'est en gros une synthèse de ce qui s'est amorcé, pas fini, sur YouTube. Et c'est YouTube parce que, voilà, vous êtes là, on est là, et puis on se pose pas de questions là-dessus, on s'en pose d'autres. On sera jamais parfait surtout. Hein. Sans doute enseigner parler simplement hors de toute sanction institutionnelle, plus compliqué hein, quand Renan a été destitué, etc. Mais ça, après là, on n'est plus dans l'histoire du XXe. Hein. Non, c'est le XIXe. Hein. Ce n'est pas là une activité qui soit de droit pur de tout pouvoir. Et bien sûr, là, Barthes se défend d'une naïveté. Quand il dit c'est hors pouvoir, il ne dit pas qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir au Collège de France, et c'est bien ce que je voulais dire en disant je ne crois pas une seconde. Le pouvoir, la libido dominandi, alors on va se rappeler hein, que de manière classique, il me semble théologique médiévale, hein, il y a 3 libidos. La libido dominandi qui est la volonté de puissance, de dominer, la libido scendi qui est la volonté de savoir, et la libido sentiendi qui est la volonté des sens, le désir des sens. Tous les sens, hein. C'est le sexe, les appétits, manger, ça. Ce sont les 3 grandes libidos. Donc le pouvoir, la libido dominandi, est là, tapis dans tout discours que l'on tient, fût-ce à partir d'un lieu hors pouvoir. Bon, moi je pense que c'est nuancé, mais c'est intéressant de voir comment lui-même nuance. Aussi, plus cet enseignement est-il libre, plus encore est-il nécessaire de se demander sous quelles conditions et selon quelles opérations le discours peut se dégager de tout vouloir saisir, avec un trait d'union. Cette interrogation constitue à mes yeux le projet profond de l'enseignement qui est aujourd'hui inauguré. Et là, on va réexpliquer. Donc, on a ce truc un peu badin de je ne sais pas pourquoi je suis là, au cours, je dans quelle étagère, qu'est-ce que je fais donc au Collège de France? Merci Michel. Enfin, c'est à peu près ça, hein, si je caricature. Et qui, ce faisant, rappelle l'intérêt et la joie du Collège de France, lieu hors pouvoir, attention à la même du pouvoir, et donc de là, de ce paradoxe, naît, ou semble naître, c'est bien sûr une astuce de discours, tout l'objet même du programme qu'annonce Roland Barthes, à savoir, est-ce que le discours peut se dégager du pouvoir, donc ce qui ramène à un vouloir saisir. Ça ramène à des théories, notamment d'origine psychanalytique, qui expliquent que finalement la libido dominandi aurait pour origine l'appréhension et l'instinct de préhension des bébés. Vous savez, quand ils attrapent les doigts, par exemple, qui vont avec les instincts de succion, etc. Cette interrogation constitue à mes yeux, donc le projet profond, voilà, on est vraiment sur une annonce. Quelque chose de très subtil, hein, au niveau du naturel. On se rappelle, le naturel, c'est un des grands idéaux classiques, c'est-à-dire de l'âge classique. On doit donner l'impression de ne pas travailler, ce que fait en permanence Roland Barthes, ce qui fait que les articulations logiques de ces textes ne sont pas toujours évidentes à saisir. On y va, on continue. Donc là, on a un petit trait, hein, mais c'est parce que c'est le moment où il fait comme moi, il boit un peu de tisane. C'est en effet de pouvoir qu'il s'agira ici. Donc là, on voit comment le présentatif, qui a quelque chose d'un peu oral, va avoir une fonction qu'on appelle résumtive, c'est-à-dire de résumer pour amener ce que moi j'appelle effet plateau. Hein. Ça marche très bien pour les 2 points. 2 points, ça fait un effet plateau, hop, on vous présente, et c'est pour ça que la phrase, elle a une syntaxe qui est cassée. C'est en effet de pouvoir qu'il s'agira, ici, indirectement, mais obstinément. L'innocence moderne parle du pouvoir comme s'il était un, d'un côté ceux qui l'ont, de l'autre ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique. Nous croyons maintenant que c'est aussi un objet idéologique, qu'il se glisse là où on ne l'entend pas du premier coup, dans les institutions, les enseignements, mais en somme, qu'il est toujours un. Et donc là, en fait, on commence à avoir quelque chose, donc hop, il va s'agir de pouvoir. Donc, avec toute cette arrivée paradoxale, faussement naturelle, ou adroitement naturelle, virtuosement naturelle. Ici, donc, ce pouvoir, donc, qui serait exemplairement, c'est-à-dire de façon exemplaire, politique, et donc qui finalement va elle-même
enfin lui-même, ce pouvoir, ne pas se limiter à une analyse politique distinguant ceux qui ont de ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire, en fait, là, c'est Barthes ici fait référence à ce qu'on appelle des luttes de pouvoir. Hein. Qui sait qui va être oppresseur, qui sait qui est opprimé. Et qui va ramener à quelque chose d'idéologique, c'est-à-dire qui va pouvoir saisir avec la sémiotique. Ça, c'est une indirecte de ce qu'il y a ici. Et qu'il y a donc du pouvoir là où on ne va pas l'attendre, ne pas le voir, un peu indirectement. Et cela parce qu'il va être d'une nature diverse, impure. J'ai envie de dire bariolé comme les habits d'Arlequin, vous voyez, mais le mot ne me vient pas. Mais c'est assez, en fait, la redéfinition du pouvoir ici, elle s'opère vraiment sur l'idée qu'il n'est pas un. Et pourtant, si le pouvoir était pluriel, comme les démons, mon nom est légion, pourrait-il dire. Partout de tous côtés des chefs des appareils, massifs ou minuscules, des groupes d'oppression ou de pression. Partout des voix autorisées, qui s'autorisent à faire entendre le discours de tout pouvoir, le discours de l'arrogance. Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins de l'échange social, non seulement dans l'État, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées, et jusque dans les poussées libératrices qui essaient de le contester. J'appelle le discours de pouvoir tout discours qui engendre la forte et partant la culpabilité de celui qui le reçoit. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir, mais notre vraie guerre est ailleurs, elle est contre les pouvoirs. Et ce n'est pas là un combat facile, car, pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique, chassé, exténué ici et reparé là, il ne dépérit jamais, faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. Et là, on va commenter un peu tout ça, qui est très long. On va probablement en faire 2 vidéos, hein, je sais même plus quand... Ouais, non, encore bien. Alors, ce que Barthes met entre guillemets et appelle innocence moderne, c'est donc cette illusion d'un pouvoir unique que l'on va ramener ensuite, ça c'est un peu l'implicite, parce que c'est inutile dans l'optique barthésienne, mais aussi parce que c'est plus large, en tout cas que l'on peut peut-être mieux comprendre quand on va parler par exemple du parti du pouvoir, parti de l'ordre, avec des expressions un peu 19e comme ça, mais qui font sens. Hein. Et donc avec ce il y a pas ramené à un pouvoir qui est multiple, mais qui va aussi par là même être caché, mais aussi plus concret. On se rappelle en français qu'il y a une opposition assez intéressante entre le singulier et le pluriel, à savoir que le singulier va avoir un pouvoir d'abstraction, quand le pluriel va être beaucoup plus concret. Par exemple, s'opposeront la bêtise et les bêtises, ou plus exactement, la bêtise se réalise, se concrétise dans les bêtises. La bêtise, concept, conceptualisation, abstraction. Les bêtises, ce sont les actions elles-mêmes. On y est ? Ça, c'est des... alors moi, les passages concrets abstraits, c'est un des trucs qui me passionnent. Hein. Et pourtant, c'est là que le pouvoir devient idéologique pour Barthes, mais parce qu'en fait, cette concrétisation, elle va se faire par un ensemble de choses. Cette concrétisation, ici, ne va pas signifier matériel, tangible, touchable, atteignable, mais ça va être des réalisations, on l'a compris, qui vont être globalement sémiotiques, ou pouvoir s'analyser de façon sémiotique, et que l'on va pouvoir amener à un ensemble d'axiologisation, enfin exactement, je définis de façon assez banale, hein, une idéologie comme un ensemble de savoirs, comme une encyclopédie finalement, et comme une certaine façon de mobiliser ces savoirs. Et cette façon, elle va produire une axiologisation, c'est-à-dire un ensemble, un système de valeurs. Alors, il reprend ici finalement la définition chrétienne, biblique, exactement, c'est-à-dire c'est pas seulement chrétienne, biblique du démon, hein, mon nom est légion,
pour montrer finalement comment le diable que l'on savait dans les détails est aussi dans la pluralité. Et on se rappelle de cette hydre aux mille têtes que j'avais évoqué en parlant de Marcus Rediker par exemple, et de Peter Lindenborg, que je prononce toujours aussi mal. C'est un livre extraordinaire ça. Et donc cette pluralité, elle va se concrétiser dans le texte, dans le discours de Roland Barthes, par une longue énumération, un effet de liste, avec des effets en fait, qui nous montrent que c'est quelqu'un qui sait écrire tout simplement. J'aime beaucoup le d'oppression par exemple, ou de pression. Alors là on est vraiment sur une figure qu'on appelle le polyptote, c'est-à-dire qu'on va avoir des dérivés d'un même radical, mais qui vont aller aussi avec, on pourrait presque dire une dégradation, quelque chose de plus léger entre l'oppression, côté politique, et la pression, où quelque chose sera moins institué, en même temps un groupe de pression, on sait très bien que c'est un lobby, et qui finalement nous montre comment, ou qui suggère comment il y a une continuité syntaxique, mais aussi un continuum, par exemple d'intensité, enfin par des variations d'intensité, mais un continuum dans la nature entre l'oppression et la pression. Et c'est ça que veut nous dire Barthes, c'est que le pouvoir, il va se manifester, se réaliser, exister, être là, dans des choses qui ne sont pas seulement « je t'attrape, je te mets en prison » ou « je fais une loi et boum, je t'interdis cette loi et tu es pendu ». Donc par exemple par un pouvoir étatique. Bon, ça, voilà, on est quand même dans quelque chose d'un peu foucaldien aussi, mais très barthésien. Donc on va voir ici, bien sûr, la répétition 2 fois, de partout. On n'a pas de rythme ternaire, c'est plus léger, mais plutôt des doublés. Alors, polyptotique, oppression, pression. Les voix autorisées qui s'autorisent. On va noter ici que la construction pronominale, elle permet de montrer comment ce qui est autorisé, entre guillemets, les voix autorisées normalement, ce sont des voix qui sont reconnues, on va dire institutionnellement, sont en fait des voix dont l'autorisation est, on va dire, autonome, ou vient d'elle-même, s'autoriser soi-même, ça veut dire que ce qui aurait dû être institutionnel est en fait aussi ramené à des formes d'arrogance. Parce que l'arrogance, c'est s'arroger quelque chose. Par exemple, un privilège. Alors peut-être que là, là se construit plutôt, et c'est pas peut-être, c'est certain, une autre bipolarité, construction en 2 pôles, qui va passer par l'opposition entre finalement institutionnel et individuel. Donc des échelles, mais aussi des natures très différentes et complémentaires. Et en fait, ce que Barthes fait ici, c'est nous montrer comment cette bipolarité, en fait, n'est fausse qu'en apparence et en fait se complète. Et c'est en ça qu'il va y avoir pouvoir dans les mécanismes les plus fins de l'échange social, avec ce non seulement, mais encore, alors là, complètement classique, c'est non solum sed etiam, c'est du pur latin, ça. Désolé, c'est quand même bien de faire du latin, même si j'étais nulle. Et là, on va avoir des groupes ternaires. État, classe, groupe. Ternaire institutionnel. Et ensuite, on va avoir une énumération beaucoup plus longue et donc qui va dépasser et montrer comment ce qui est finalement bien entendu une évidence doit être aussi, à minima, élargi. Et cela jusqu'à ce paradoxe qu'il y a pouvoir jusque dans les poussées libératrices qui essaient de le contester. Et donc finalement, jamais on échappe au pouvoir. Et c'est parce que jamais on échappe au pouvoir que le pouvoir peut bien être l'objet. Parce que finalement, Barthes, c'est quelqu'un qui va bosser sur des paradoxes et qui va travailler dessus de façon paradoxale. Donc hop, on voit comment toute cette construction va justifier, évidemment, le programme annoncé, tout en le déroulant, tout en l'expliquant, et en expliquant les raisons et la méthodologie. Donc les poussées libératrices qui essaient de le contester, évidemment ça c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Un paradoxe, c'est une contradiction qui se résout d'un point de vue logique. 2 points, effet de plateau, qui va en fait être l'ouverture d'une définition très scolaire. Là, on est presque en dissertation. Alors qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la causerie avant. J'appelle au discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et partant la culpabilité de celui qui le reçoit. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que finalement, le pouvoir, ce n'est pas... Ici, le pouvoir va être amené
à quelque chose d'assez axiologique, mais dit en des termes qui sont au minimum éthiques et en fait complètement religieux. Faute et culpabilité, ce sont les vocabulaires. Le C sont les termes du christianisme. Avec quelque chose qui finalement va aller bien au-delà de la simple sphère religieuse, mais aborder plus largement, plus complètement, les questions donc de faute et de culpabilité. On se rappelle comment il s'est présenté lui-même comme un sujet impur, et qu'il y avait donc une faute d'un point de vue éthique, pouvait-on croire, ou c'est à cela qu'on s'attendait, à être ce sujet impur dans un lieu si pur qu'est le Collège de France. Mais là commence à s'amorcer cette idée que finalement, l'objet de recherche étant impur, il fallait bien un sujet capable de cette recherche lui-même impur, évidemment. Boum, Zoro est arrivé, enfin, ou Roland est arrivé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment, finalement, le pouvoir, tel que l'étudie Roland Barthes, est un pouvoir qui n'est pas fondé sur du matérialisme, mais qui est entièrement idéologique, évidemment, puisqu'il va étudier des discours et des signes, et il évacue toute question économique. Donc finalement, c'est en ça aussi qu'il peut y avoir un discours de pouvoir du côté des poussées libératrices. On peut évidemment penser au fait, à ce qu'on appelle la pureté militante actuellement, mais ce qui peut être ramené à la cancel culture, etc., ça, ce sont des sujets bien plus vastes et bien plus complexes que ce que l'on croit. On avait eu il y a quelques années maintenant tout un article très très long, je crois que c'est dans Frustration, sur le fonctionnement sectaire, notamment de LO et des trotskistes. Extrêmement intéressant. Dur, très dur comme texte. Mais ce que l'on a aussi là, par l'évacuation, c'est le pouvoir qu'étudie Barthes, évidemment, n'est pas, par exemple, un pouvoir économique, ou n'est pas le pouvoir de l'oppression sexiste, parce qu'en fait, dans le fait même de dénoncer un pouvoir, par exemple économique, une oppression, on trouvera ce discours de culpabilisation. Ça m'intéresse. Et est-ce que ça m'intéresse pour dire que pour le coup Roland Barthes est de droite ? Ben non. Non, ça serait la petite lorgnette. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement, on a bien dans un discours, par exemple de gauche, libérateur, quelque chose de l'ordre de la faute et de la culpabilisation. Dans tout discours de gauche libérateur, je ne crois pas. On y reviendra. Et ça, je crois que c'est un sujet extrêmement important à prendre en compte. En tout cas, à ne jamais oublier. Est-ce qu'on peut avoir des discours de gauche qui ne soient pas des discours de culpabilisation ? Je pense. Et notamment quand ils vont sortir de vocabulaire éthique et moral. Mais ça ne va pas vouloir dire que l'analyse barthésienne fonctionne, puisque en fait elle se situe elle-même d'un point de vue éthique. Ou du moins de la façon dont des discours, sous couvert par exemple de politique, vont devenir des discours éthiques idéologiques. On y est. Donc en fait, on peut dire que Barthes, d'une certaine façon, annonce qu'il va étudier les glissements progressifs du discours. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir, mais notre vraie guerre est ailleurs, et contre les pouvoirs. Donc là, hop, reprise de cette bipolarité. Intellectuel, on peut se rappeler que c'est vraiment un mot qui est né avec l'affaire Dreyfus, mais enfin Renan est un genre de proto-intellectuel. Alors, il faut dire aussi que sa famille a vraiment été marquée par le dreyfusisme, et ça, je ne vais pas encore vous refaire le topo. Et en fait, avec encore cette opposition entre le pouvoir majuscule, les pouvoirs, et cette proposition un poil plus subtile, c'est-à-dire que finalement, les intellectuels sont-ils forcément de gauche, sont-ils forcément contre, par exemple, l'État, ou au moins les agents de l'État, ou au moins les structures institutionnelles. Vaste question, on est en 78, là on est en plein débat, au moins d'époque. Il serait peut-être temps qu'on se rappelle un peu ce genre de débat, qu'on les fasse un peu revivre. Mais notre vraie guerre est ailleurs, donc il n'y a pas reniement dans l'engagement, mais il y a déplacement de l'engagement ou redéfinition de l'engagement selon Barthes. Elle est contre les pouvoirs, ce n'est pas un combat facile. On se doutait bien que c'était pas un garçon facile. Car
pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique. Eh bien oui, parce qu'en fait, vu qu'il va se cacher dans tous les détails, il est toujours là, un peu comme l'hydre au mille et une têtes. Hein. Faites une révolution pour le détruire. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a la reprise d'un proverbe très courant. Chasser le naturel, il revient par la fenêtre. Hein. Donc faites une révolution pour le détruire. Il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. Deux verbes, à chaque fois avec un même préfixe qui va donc les rapprocher d'autant. Revivre, rebourgeonner, l'un paraissant être finalement un peu plus précis que l'autre, sont des genres de doublés synonymiques. Hein. Mais surtout, qui sont naturalistes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a bien l'idéalisme de Barthes, puisque finalement, les concepts vivent d'eux-mêmes, ici le pouvoir. On se rappelle, il a ouvert avec la libido dominandi, qui n'est pas la psychanalyse, mais enfin c'est quand même pas... fait quand même partie des choses qui sont reprises, on a vu qu'il y avait un arrière-plan psychanalytique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le jeter, ce texte ? Certainement pas. On avance, on va essayer de le dépiauter, de le comprendre dans toutes ses complexités. Mais donc on a chassé, exténué, reparé, dépérir. Donc tout ça est de l'ordre du vitalisme, de vocabulaire vitaliste. Alors pas forcément de la philosophie vitaliste, mais au moins de vocabulaire. Et même plus précisément avec des modèles organicistes, voire végétaux. La raison de cette endurance et de cette ubiquité, c'est que le pouvoir est le parasite, intéressant, le parasite, on est toujours dans cet organicisme, d'un organisme, on y est encore, transsocial lié à l'histoire entière de l'homme, et non pas seulement à son histoire politique, historique. Là, on se rappelle, Barthes propose quelque chose de plus holiste, de plus complet, ce qui correspond complètement à ce sillage de la nature-philosophie allemande que l'on appelle le romantisme, et dans lequel on baigne encore, et on est en plein romantisme. Je vous renvoie à Gustav Gusdorf. C'est vraiment compliqué le romantisme. Aussi à Sternel, on se rappelle qu'il est polémique, etc., etc. Est-ce que le romantisme et les Lumières s'opposent ? C'est tellement plus compliqué. On continue. Cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine ? Intéressant, de toute éternité humaine. Pas comme si l'humanité était éternelle. C'est, effet plateau, le langage. Ou, pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Parce que le langage, c'est l'idée, la langue, c'est la façon concrète. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo veut dire à la fois répartition et commination. Le langage est une législation, la langue en est le code. Ça, c'est quand même un peu différent. Parce que le langage en législation, c'est quand même extrêmement discutable, comme pensée de la langue et du langage. Mais on a là quelque chose qui va... Alors, on a quelque chose qui est de l'ordre de la fausse équivalence, en fait, entre langage côté de l'idée, en mode Platon, langue, réalisation, comme on a la langue et le discours, des choses comme ça, c'est toujours des oppositions comme ça qui permettent de travailler, par exemple, en grammaire. Et ici, il y a cette opposition entre ce qui est en idée et ce qui est réellement, l'esprit, la lettre, par exemple. Alors, tout ça, bien sûr, avec des nuances. On va avoir la législation et le code, qui sont en fait des façons quand même très différentes de parler d'une même chose, parce que la législation, elle est normalement artificielle, alors que les codes peuvent être naturels et observés de l'extérieur, alors qu'une législation, c'est quand même complètement arbitraire. Alors arbitraire dans le sens où c'est complètement artificiel, créé. Et effectivement, moi je trouve que dans ce flottement, dans cette fausse équivalence, mais qui donne l'impression d'une évidence dans la construction même, le parallélisme de construction de ce début de paragraphe, cette fausse équivalence, elle est vraiment intéressante pour souligner, moi je crois à un glissement logique. Est-ce que c'est grave ? Non, on va voir ce qu'en fait Barthes. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Alors ça, c'est vraiment l'idée de Christine Delphi, par exemple, classé dominé.
Et si on a, par exemple, une classification des races, c'est bien pour en avoir une hiérarchisation. Est-ce qu'on va avoir des catégories sans hiérarchie? Ça, c'est vraiment une très très grande question de l'éthique. C'est pas moi qui vais vous donner une réponse. En tout cas, on va reprendre ici ces présents de vérité générale pour argent comptant. On ne va pas voir ce qui est déjà là, ce qui est permanent, donc la langue, un classement. Et là, l'argument est d'abord un argument étymologique, par les origines, ordo, répartition et commination. Argument ensuite d'autorité, Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Et c'est là où on va un peu mieux comprendre cette idée. Il va donner des exemples. Je continue. Dans notre langue française, ce sont là des exemples grossiers, il s'agit de s'excuser, là, il y a une part un peu de modestie, de mondanité. Je suis astreint à me poser d'abord en sujet avant d'énoncer les actions, qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ça, c'est vraiment l'analyse façon Port-Royal. Alors, on va l'expliquer. Donc, le sujet de l'action, c'est le sujet logique. Alors, après, il y a bien sûr les cas un peu étranges des voix passives ou quoi. Mais l'ordre canonique de la phrase, c'est je mange le chat, par exemple. Mangez pas les chats, je pense que c'est pas très digeste. Mais donc, ça va être de poser d'abord le sujet. Et en fait, même le présupposé, c'est que la personne qui parle, c'est celle qui dit je. Le français est construit sur ces présupposés. En tout cas, les analyses de la langue française sont construites sur ces présupposés. C'est là-dessus que se fonde le cogito ergo sum de Descartes ensuite. Pas avec les analyses grammaticales, mais c'est sur ces mêmes présupposés que la construction du sujet philosophique se fait. Donc on a d'abord le jeu, et qui ensuite va énoncer l'action. Alors ça, c'est la différence entre le et le prédicat. Bon, j'ai oublié le premier terme. Le thème et le prédicat. Donc le thème, c'est ce qui est présupposé. Le prédicat, c'est ce qu'on va en dire. Et c'est ça qui veut dire par c'est l'attribut. Il ne dit pas, bien sûr, que c'est en fonction de l'attribut, sinon ça n'aurait pas de sens. Ce ne serait pas la fonction de l'attribut, c'est quand on va dire, par exemple, je suis prof, prof est attribut de je. Mais finalement, ce fonctionnement, hop, on va poser le thème, le présupposé, il est permanent. Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on en dit? Et le prédicat, c'est qu'est-ce qu'on en dit? Donc on va poser l'attribut, ce qu'on peut aussi appeler le prédicat. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. Bon, ça c'est une espèce de façon de résumer quelque chose de l'ordre de la linguistique française dès qu'on retrouve au moins des Port-Royal, la logique grammaticale de Port-Royal, et encore chez Descartes. Et finalement, parce que l'on va d'abord dire qui je suis, de façon du thème, et que le reste va être de l'ordre du prédicat, donc d'un discours second qui vient ensuite, il y a cette subordination entre l'identité et l'action. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est dur, hein? Ils n'avaient pas entièrement aimé, mes étudiants, quand on a fait ça. Alors, ils n'avaient pas eu ce passage-là, on avait été plus loin. De la même manière, je suis obligée de toujours choisir, là c'est l'exemple qu'on comprend mieux, entre le masculin et le féminin, le neutre ou le complexe me sont interdits. C'est-à-dire, en fait, quand il dit le masculin et le féminin, ce qu'il ne dit pas, c'est... ce qu'il dit avec le complexe, c'est que le singulier pluriel est aussi un choix. Alors qu'il existe, par exemple, en hongrois, me semble-t-il, le duel, le nous deux, en fait. Et qu'on peut imaginer encore d'autres choses. De même encore, je suis obligée de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous. Donc là, on est vraiment sur les exemples français. Le suspens affectif ou social m'est refusé. Alors, ça peut être contourné, détourné, mais globalement, c'est effectivement, il y a un moment où il faut choisir, et on sait quels embarras on peut avoir dans des mails quand on contourne, par exemple, ou à l'oral. Ça fait partie des blagues, un peu banales. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Alors, parce qu'il faut choisir, on a une aliénation parce qu'on est obligé de se soumettre et ça nous oblige à nous mouler dans des catégories ou à dire par des catégories qui sont celles de la langue. C'est ça qu'il est en train de dire. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer. Comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réaction généralisée. Alors ça, c'est un peu plus dur.
Donc parler, ce n'est pas discourir ni communiquer, ce n'est pas lié seulement... Alors ce n'est pas lié... Là, il y a une caricature hein, chez Barthes. Mais ce n'est pas lié à un échange avec quelqu'un, mais un assujettissement de soi à la langue et aux formes donc de la langue. Et on va ainsi avoir une réaction généralisée, un assujettissement, parce qu'en se transformant, alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal et de l'ordre du glissement, hein, ici par le polyptote, mais par l'assujettissement c'est donc aussi la construction en tant que sujet, mais en tant que sujet du langage qui impose donc de respecter les règles de ce même langage. Et on se rappelle mieux, ou on comprend mieux pourquoi Monique Wittig parle de cheval de Troie. Je vais citer un mot de Renan. Le français, mesdames et messieurs, disait-il dans une conférence, ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. Eh bien, à sa manière, c'est une façon de dire que non, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure. C'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était historique, non structurale. Il croyait que la langue française, formée, pensait-il, par la raison, obligée à l'expression d'une raison politique qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Alors tout ça, c'est très discutable quand on parle de Renan. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. On revient en arrière. Je pense qu'on va le faire en plusieurs vidéos, hein, parce que c'est super dense. Donc je vais citer un mot de Renan là, je suis très contente, hein, mais c'est pas pour me faire plaisir que Barthes fait ça, parce qu'évidemment en 78, je ne suis même pas née. Donc je risquais pas, de... Voilà, c'est pas pour ma gueule. De toute façon, on n'a jamais été contemporain avec Barthes. Je sais plus d'où ça vient ça, mais je crois que je l'avais cherché et retrouvé. Bon, c'est pas très important. En tout cas, la langue de l'absurde, ça veut dire une langue de ce qui n'aurait pas de sens. Bon, mais ça, de toute façon, toutes les langues ont un sens et toutes les langues ont ce qu'en analyse Barthes. Alors, toutes les langues, selon Renan, ont ça, cette idée structurale. Alors, moi, je pense vraiment que Renan est un genre de pré-structuraliste, qu'il intuite vraiment ce qui a été ensuite le structuralisme, mais et que là on le voit bien, voilà, on va en rester là parce que ça sera un sujet très complexe et en soi. Et à partir de là, bon, ce qu'il appelle une réaction, est-ce que la langue est rationnelle ou pas, bon, la réaction pour Renan, c'est que ça va revenir en arrière. Ça, c'est vraiment lié, c'est exactement l'article que j'essaie d'écrire en ce moment, sur le statut de la langue et notamment donc, du français, de la langue classique, comme pouvant, d'après Renan, dans l'idée de Renan, le français, c'est une... enfin, la langue savante, c'est une langue qui va remotiver, à laquelle il va donner de nouveaux sens, plus scientifiques. Parce que pour lui, en fait, les temps futurs ne sont pas construits sur du nouveau, mais sur de l'ancien renouvelé, en gros. Et donc, c'est pour ça que la langue est plus que ce qu'elle dit, en gros. Mais enfin, on peut se douter que quelqu'un qui va être philologue, et faire l'histoire de la langue et des analyses comme ça, se doutait bien qu'il y avait quelque chose en plus que ce qui était raconté. Bon, voilà. Mais bon, on va aussi se rappeler que ça le fait toujours de citer Renan, surtout quand on est en train de parler au Collège de France. Alors, on peut noter comment, finalement, encore une fois, Barthes joue des bipolarités, ici en parlant ou en opposant une voix consciente et une voix dominatrice, têtue et implacable. Alors, une voix consciente qui donc s'oppose à une voix inconsciente, qui est celle du pouvoir, têtu, implacable. Et donc, on voit ici comment il y a un genre d'intentionnalité du pouvoir qui est ramené, et ça, c'est quand même terrible, à l'espèce. Et là, on retombe en plein naturalisme, en fait. Et cette idée de la voix de l'espèce, en fait, c'est du Schopenhauer. La voix de l'espèce, c'est, par exemple, l'amour, comme ruse de la nature. L'amour, l'instinct sexuel, des choses comme ça. Donc il y a cette voix de l'espèce de libido dominandi, qui est en dessous et qui est donc l'espèce en tant qu'elle parle. Donc
une libido spécifique, dominandi, du verbe. Et qui se manifeste par la structure. Bon, ça c'est du Chomsky, c'est clairement du Noam Chomsky. Linguistiquement, c'est discuté, mais c'est intéressant de voir ce que Barthes va en faire. Bon, alors l'idée qu'une langue rationnelle, politique ne peut être que démocratique chez Renan, si c'est pas réactionnaire, c'est que c'est démocratique, c'est pas ça. Ce qui s'oppose à réactionnaire chez Renan, chez Renan, c'est pas démocratique, c'est progressiste. Désolé. Là, vraiment, c'est contresens total. Mais la langue comme performance de tout langage. Donc finalement, la langue, c'est... La performance, en linguistique, c'est résumé par cette formule d'Austin, qui a vraiment étudié cette fonction performative du langage dans Quand dire c'est faire, c'est le titre. Ça veut dire qu'en fait, il y a une fonction très spécifique parfois au langage qui est une action. C'est le moment où le langage est une action. Et ce sont des moments, en fait, très précis. Beaucoup plus que ce qu'on pense, et que l'usage que l'on fait du terme performatif, où il y a bien un fait de langue qui est une action, et qui a normalement une conséquence. C'est par exemple le cas des baptêmes, ou d'une intronisation. Un moment où on va dire, voilà, je te fais, je te déclare, je te bénis, c'est un moment performatif. Attention, le performatif n'est pas élocutoire, ce n'est pas le fait de tendre à avoir ou de vouloir une efficacité, ni le fait d'avoir une efficacité ou une efficace sur le monde. C'est pas ça le performatif. Bon, là, c'est exactement ce que fait l'erreur que fait Barthes, c'est-à-dire un élargissement sur ce performatif qui est à peu près général depuis 30 ans, on va dire. Et donc, bon, moi qui, à mon avis, explique pourquoi il y a plein de choses qui sont quand même pas très rigoureuses dans nos façons de penser. Moi, j'aime bien la science. Et ça va nous aider à penser mieux des choses vraiment importantes actuelles. Alors, donc, la langue est finalement une performance du langage. Bon, moi, c'est ce que j'appelle une actualisation, plutôt qu'une performance. Mais il y a toujours un degré de plus, une espèce d'intensité existentielle de plus, ce qui est logique quand on est un idéologique, quand on est dans l'idéologie comme les Barthes. On le fera un jour, ce texte sur l'idéologie allemande de Marx. Donc là, on n'est ni réactionnaire ni progressiste. Ah, là, on l'a bien. Mais progressiste et démocratique, c'est pas la même chose. Elle est tout simplement, boum, 2 points, effet d'emphase, fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Et ça, c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle j'ai profondément pensé dès le soir où la mort de Samuel Paty a été annoncée. Et que ça a été abominable comme nouvelle. C'était vraiment quelque chose de déchirant. Et où en plus est venue cette nouvelle de ce qui se passe et du fait des caricatures, on ne va pas on n'est pas seulement pour répondre à ce qui est de l'ordre d'une interdiction, avec la sanction la plus haute possible, et une sanction évidemment absolument inique, illégitime, mais de quelque chose ou de quelqu'un qui cherche à s'institutionnaliser et à se donner en pouvoir, qui s'autorise à être en pouvoir, qui s'arroge le privilège de vie ou de mort, et plus largement d'édicter des lois sur ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. La réponse globale la plus bête possible, et qui a été celle qui évidemment a eu lieu, a été immédiate, de dire « Ah on va coller les caricatures partout et on va vous obliger à les dire. » Est-ce mieux d'empêcher? On répond par « obliger ». C'est ça votre liberté d'expression, c'est de nous obliger à dire ou à faire des cours sur les caricatures de Mahomet, dont on peut se rappeler tout de même qu'avant d'être dans Charlie, c'était dans un magazine d'extrême droite. Moi, il y a quelque chose qui me fout profondément mal à l'aise dans tout ça, et pourtant, j'ai bien été marcher pour Charlie Hebdo, aucun problème là-dessus. Et je suis... faut-il le préciser, qu'on n'est pas pour les attentats terroristes. Évidemment qu'on est contre. Mais il y a quelque chose qui m'interroge énormément dans ce qu'on fait de tout ça, et qui m'inquiète. Et dans lequel on retrouve bien le fascisme, des deux côtés. Et peut-être que les côtés qu'il faut prendre en considération, ce sont ceux-là. Ceux qui interdisent tout autant que ceux qui forcent à dire. Dès qu'elle est proférée, fuse dans l'intimité la plus profonde du sujet, en soi par exemple, la langue entre au service d'un pouvoir, parce que le langage est de l'expression ou la mise en pouvoir, j'ai envie de dire. En elle, immanquablement, 2 rubriques, toujours la bipolarité, se dessinent. L'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition. Il va expliquer.
D'une part, la langue est immédiatement assertive. La négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement requièrent des opérateurs particuliers qui sont même repris dans un jeu de masques langagier. Ce que les linguistes appellent la modalité n'est jamais que le supplément de la langue, ce par quoi, telle une supplique, j'essaie de fléchir son pouvoir implacable de constatation. Alors ça, c'est vrai. La phrase canonique, c'est sujet, verbe, complément. Ou prédicat. Et donc tout le reste s'ajoute à cette phrase canonique. Et donc, si on reprend littéralement là, alors par le ton de langue ou de la façon dont on explique la langue, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on part bien de la phrase canonique, telle qu'on l'analyse en cours de grammaire par exemple. Et on va noter comment, voilà, le supplément, etc. Enfin, il y a quelque chose de très affectif dans les termes employés par Roland Barthes. D'autre part, toujours le double, les signes dont la langue est faite, les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire pour autant qu'ils se répètent. C'est ça un code. Un code, c'est ce qui va permettre un échange, parce qu'on va le voir, et donc ça, hop, on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire pour autant qu'il se répète. Le signe est suivis grégaire. En chaque signe d'or ce monstre, un stéréotype, je ne puis jamais parler qu'en ramassant ce qui traîne dans la langue. Et là, je ne suis pas complètement d'accord, parce que oui, ça marche parce que le code, il est connu. Ça, en fait, ça reprend toute la définition de Kristeva, c'est la définition linguistique de... oh punaise, le mot va m'échapper. De l'intertextualité. Et la définition du texte par Roland Barthes lui-même dans l'Encyclopédia Universalis. Le texte est tissé de ce qui existe déjà, d'une langue déjà faite, déjà parlée par d'autres, de mots déjà là. Alors, moi, je crois qu'il y a quand même des néologismes, des choses comme ça, des inflexions, le cheval de Troie. Mais évidemment, le cheval de Troie, il arrive dans des marches, et ponctuellement. Dès lors que j'énonce ces deux rubriques, ah non, là, il me manque des choses. Hop. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant ce qui traîne dans la langue. Bon, on voit encore l'affectif ici, on est de l'ordre des connotations négatives. Traîne est en italique. Dès lors que j'énonce ces deux rubriques, c'est un peu étonnant que des rubriques se rejoignent en moi. Parce que finalement, il y a un franchissement logique entre la catégorie, l'analyse, la grille d'analyse et la langue elle-même. Je suis à la fois maître et esclave, toujours la dialectique, la bipolarité elle ouvre à la dialectique. Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes, je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Et oui, puisque comme le modèle de la phrase c'est la phrase canonique, et qu'on ne pourra parler que avec des mots déjà employés, voilà, là, Barthes, bon, évidemment, franchit un saut logique, un saut connotatif important, mais résume ce qui vient d'être présenté. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Avec cette idée que s'il y a du pouvoir d'un côté, il y a une servilité de l'autre. Mais c'est aussi que ça ne va pas être symétrique, mais coexistant. Si l'on appelle liberté non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, de n'être ni maître ni esclave ni maître, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur, c'est un huis clos. On est condamné à verbaliser, ce qui là aussi est discutable, et pas forcément le cas. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible, par la singularité mystique, telle que l'a décrit Kierkegaard, et là on se rappelle de Fourier Sade de Loyola, lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, vide de toute parole même intérieure, dressé contre la généralité, la grégarité, la moralité du langage, ou encore par l'amène nietzschéen, qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue, ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Alors là, je ne connais pas assez les textes pour pouvoir gloser en détail, mais en tout cas, ça va être sur des moments de tension ontologique impossible, qui pour moi, en lectrice de Ricoeur, sont en fait beaucoup plus larges. Mais à nous, mais qui rejoignent effectivement le mysticisme, mais à nous qui ne sommes ni des chevaliers de la foi ni des surhommes, c'est un peu drôle,
Il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Ça, c'est très barthésien. On reprend avec juste un jeu prépositionnel, de variation prépositionnelle. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, on est presque chez les jésuites là, qui permet d'entendre la langue hors pouvoir dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature, et on retombe sur le cheval de Troie. Je vais en rester là, ça fait une première série. Je suis donc page 453, et je vous dis à bientôt. On continuera un peu la leçon. Oh là, ça va faire au moins une autre vidéo, si ce n'est 2 ou 3. Mais c'est pas mal, non hein? C'est l'été, on passe en série. Je vous dis à bientôt.